Dernier numéro de la grande émission du soir pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Et nous qui sommes ici, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce soir. On se dit à tout de suite. Mesdames et messieurs, merci donc d'être avec nous. Bonsoir chez vous. Le grand rendez-vous reçoit ce soir Abdoul Salami. Il est assistant point focal Ramsar Bénin. Avec lui, on va échanger sur l'importance des zones humides pour un avenir durable. Et il sera reçu dans Nature et Bien-être par Amandine à Niambossou après le journal à 19h45. L'expert de ce soir, Fulgence Wangonou, est coach en leadership parental. On va le recevoir tout à l'heure pour nous donner les astuces. Et oui, les astuces pour réprimer nos enfants à la maison sans châtiment corporel. Elonia Dalmeda poursuit les échanges entamés ce mardi, des échanges liés au sport et la femme. Aujourd'hui, on saura sculpter notre corps. Et oui, nous les dames, on saura comment sculpter notre corps à travers le sport. Le dernier plateau du grand rendez-vous ce soir, Horizon Culture, s'intéresse au cinéma, un financement presque inexistant. C'est ce que affirment en tout cas les acteurs du 7e art. On aura sur le plateau un réalisateur. Il répond au nom de Rodrigue Ahotondi pour aborder la question. On va entrer tout de suite en liaison avec Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Anondé. Je ne vous vois pas encore, Nadège. Et voilà, elle est là, toute souriante comme d'habitude. Avec vous, on aura le menu du 19h45, n'est-ce pas? Bien sûr, heureuse d'Anondé, célébration de la journée mondiale des zones humides ce 2 février. On en parle dans cette édition. Amandine Niambossou nous propose un reportage sur le sujet. Nous irons également à la découverte de la réserve de biosphère transfrontalière située au sud du Bénin et du Togo. Plusieurs espèces animales et végétales composent cette réserve. Le gouvernement du Bénin a renouvelé sa confiance à l'ONG Gain Global Aid Network. Le nouvel accord de siège a été signé hier au ministère des Affaires étrangères. Voilà donc, heureuse, le résumé de ce journal à 19h45. Merci donc à vous, Nadège Sani. On se retrouve donc à 19h45 pour le développement de ce journal, de tous ces sujets que vous venez de nous énumérer. Mesdames et messieurs, le premier plateau installé pour votre grande émission du soir, c'est Espère. Alors, Espère de ce soir va nous donner les astuces, comme je le disais tantôt, pour savoir réprimer, et oui,
les enfants, les punir surtout sans châtiment corporel. C'est possible. On aura les informations venant du coach en leadership parental parce que dans l'exercice de leur autorité parentale, certains parents sont appelés ou amenés à user de leur force pour punir les enfants et parfois certains d'entre eux se retrouvent même en prison suite à cela. Alors, Monsieur Fulgence Arangono, merci d'être avec nous, Fulgence. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir, un plaisir de vous avoir une fois encore sur notre plateau pour conseiller les parents. Oui, c'est extrêmement important. Vous savez qu'il n'y a pas d'école où on apprend à être parent, il n'y a pas d'institution où l'individu qui du jour au lendemain se retrouve dans l'une des plus lourdes responsabilités du monde, sans aucune préparation du jour au lendemain. Mais attendez, vous savez, souvent il y a de ces erreurs qui passent, mais sur les individus, sur les hommes, lorsque vous faites des erreurs, il y a de ces séquelles émotionnelles qui restent. Et on grandit avec. Il est important, nous avons décidé d'accompagner les parents en mettant en place notre programme Parents Mode d'emploi efficace qui nous permet de conseiller les parents tout au long du processus de socialisation de leurs enfants. Nous formons aussi nos formations, nos conférences et les outils que nous mettons à la disposition des parents pour qu'ils soient des parents efficaces et pour qu'ils aient des enfants épanouis. Épanouis. Des parents efficaces sous-entend des enfants épanouis. Ben, pour avoir des enfants épanouis, il faut savoir punir. Et quand punir et quel comportement punir chez l'enfant, on en parle donc avec vous, Monsieur Arangono. Alors, la punition, l'autorité parentale, est-ce que ça doit aller jusqu'au châtiment corporel? Comment vous savez, les questions liées à la discipline et à la punition sont des questions vraiment qui causent des casse-têtes pour les parents. On se demande chaque fois quand est-ce qu'il faut punir et comment est-ce qu'il faut punir. D'abord, il est important de savoir quand est-ce qu'il faut punir parce qu'on ne va pas passer le temps à punir les enfants. Quand est-ce qu'il faut punir? Vous savez, est-ce qu'il faut même toujours punir? On se demande ça également. D'abord, il ne faut même pas punir. Il ne faut pas toujours punir. Mais quand est-ce qu'il faut aller à l'acte? Vous savez, lorsque les enfants posent des actes, les parents doivent se poser deux questions avant d'aller à l'acte de la punition. La première question est de savoir ce que mon enfant vient de faire, est-ce que c'est dangereux pour lui-même d'abord? Est-ce que c'est dangereux pour son environnement? Est-ce que c'est dangereux pour les autres? Donc, quand l'enfant pose un acte sur le champ, le parent doit se poser toutes ces questions-là avant d'agir. Vous comprenez avec moi que ce n'est pas à l'instant que le parent pose la question, mais ça doit être un réflexe. Lorsque vous êtes habitué, vous savez que, voilà, à chaque fois, ce que je dois faire, c'est un réflexe. C'est un réflexe, ce n'est pas que vous allez vous poser la question, non, non. Lorsque vous êtes habitué, lorsque vous êtes souvent conseillé, lorsque vous êtes souvent coaché, ça vient rapidement. C'est un réflexe, ce n'est pas... Donc, il faut d'abord savoir si le comportement que l'enfant a eu, est-ce que c'est dangereux pour lui. Lorsque la question est non, c'est bon. Il faut aller à la deuxième question. Il faut se poser la deuxième question. Et cette question, c'est de savoir, est-ce que l'acte qu'a posé l'enfant, est-ce que l'acte sera dangereux pour lui dans 10 ans, dans 20 ans à venir? Et je donne un exemple. Lorsque vous avez par exemple un enfant qui ne range pas ses jouets, on se pose la première question, est-ce que c'est dangereux pour lui physiquement? A priori, ce n'est pas dangereux pour lui. Ça ne pose pas de problème pour lui. Et pour les autres, les jouets sont là pour son environnement, c'est des jouets. Mais dans 10 ans, dans 20 ans à venir, est-ce que ça pose un problème? Oui. L'enfant qui ne range pas ses jouets aura ce comportement de ne pas pouvoir ordonner les choses. Il ne pourra pas ordonner sa vie. Vous imaginez, il devient un directeur ou bien chef d'entreprise, vous venez dans son bureau, ce n'est pas tenable. C'est-à-dire que les directeurs que nous allons interviewer dans leur bureau, et chez qui on voit des paperasses, je dirais, toutes sortes de paperasses sur la table, ce sont des enfants qui ont été mal éduqués. Non, je ne dirais pas ça. Ce n'est qu'un exemple. Mais vous savez, ce que nous faisons dès l'enfance, c'est ça, ça devient un capital en termes de comportement. Et lorsqu'on le fait progressivement, ça devient un comportement, ça devient des habitudes et on a du mal à s'en séparer. Donc, c'est déjà très tôt que les parents doivent voir, ah, ce petit n'aime pas ranger. C'est important de l'amener à ranger, c'est important de l'amener à avoir de l'ordre dans ce qu'il fait. Et c'est un plus. Et si nous prenons un autre exemple, mais vous pouvez me donner d'autres exemples. Un enfant, par exemple, qui insulte les gens, souvent qui insulte, a priori, vous constatez que pour l'enfant lui-même, ce n'est pas un problème. Mais quand il insulte quelqu'un, rapidement, pour l'autre, ça devient un problème parce que c'est quand même difficile. Donc, la réponse est oui, il faut passer à l'acte
Mais est-ce que c'est puni? Mais la première question déjà, c'est oui. On peut trouver plein d'autres exemples. Et vous allez voir. Donc, c'est d'abord un réflexe. On ne dit pas que l'enfant pose la question, on se dit, non, c'est un réflexe. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler déjà les 3 questions à se poser? Les 2 questions à se poser. Les 2 questions à se poser. Est-ce que l'acte qu'a posé mon enfant, est-ce que l'acte est dangereux pour lui? Oui. Pour son environnement et pour les autres? C'est la première question. D'accord. La deuxième question, est-ce que l'acte que l'enfant vient de poser dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que c'est un problème pour l'enfant? Pour l'enfant. Vous voyez, lorsque les 2 questions c'est non, ça veut dire qu'il ne faut pas intervenir. Mais lorsque l'une des questions c'est oui, il faut intervenir. Et comment est-ce qu'il faut intervenir? C'est là le plus grand problème. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'aller au châtiment corporel avant d'avoir un résultat. Vous savez, on ne peut pas résoudre un problème, on ne peut pas vouloir résoudre un problème en appelant à la violence. Et le châtiment corporel, c'est d'abord un acte de violence. Et la violence appelle la violence. Et vous allez constater que ces enfants qu'on frappe souvent parfois, ce ne sont pas souvent les plus sérieux, c'est souvent même les cas. Les récalcitrants. Les récalcitrants, ils sont habitués et ça ne leur dit plus rien. Et vous savez, lorsque vous avez en face les enfants d'aujourd'hui qui réfléchissent tellement, vous savez, moi, mon enfant, il lui arrive de dire, papa, mais pourquoi tu cries? À 3 ans, il me dit, papa, pourquoi tu cries? Vous imaginez? Et c'est que c'est toi-même le parent. Si c'est pas fait, tu deviens l'enfant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et tu te mets à te poser des questions. Donc, pour ces enfants très évolués dans la tête, on n'a pas besoin d'aller au châtiment corporel. On peut faire autrement. Vous savez, les enfants, ils sont tellement attachés aux outils qu'ils aiment, aux outils avec lesquels ils s'amusent. Lorsque un enfant fait quelque chose et vous lui dites, vous lui prenez un outil qu'il aime, vous le privez de cet outil, ça lui fait très mal. Un jouet ou bien quelque chose. Mais quand on dit de priver, il ne faut pas saisir ça pour 2 semaines, 1 mois ou 1 an, non. C'est juste le temps, quelques heures. Et vous allez voir, mais l'enfant ne sera pas content. Il est attaché à cet outil et vous le privez de l'outil. Mais même si vous le frappez, ça ne va pas résoudre ce problème. Voilà par exemple un exemple. Ou bien, vous savez, les enfants, souvent, ils aiment s'amuser. Ils aiment rester avec leur groupe social, les amis. Lorsque votre enfant fait quelque chose de mal et vous le retirez de son groupe, vous dites 2 minutes, quelque part dans la chambre ou quelque part. Mais attention, lorsque vous retirez l'enfant de son groupe social, il ne faut pas l'enfermer dans la chambre. Il ne faut pas fermer la porte à clé. C'est comme si vous mettez l'enfant en prison, ce n'est pas bon. Et la porte doit toujours rester ouverte. Et l'enfant fait quelques minutes dedans, vous savez. Moi, mon enfant, il est souvent habitué à ça. Mais il ne supporte pas rester quelque part seul, où il ne va pas sauter, il ne va pas crier, il ne va pas s'amuser. Surtout les enfants que nous avons maintenant sont des enfants très dynamiques. Vous imaginez ils pour eux, pas sur place. Ils ne restent pas sur place et vous leur demandez de rester sur place. Mais ils n'acceptent pas. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas fermer la porte parce qu'il ne faut pas dire demain que c'est le coach qui a dit d'enfermer. Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas fermer la porte. Il faut laisser la porte ouverte. Et vous allez voir, quand vous utilisez ces formes de punition, il y a parfois le résultat. Vous savez, c'est souvent parce que les parents sont habitués. On a été éduqués avec les chicottes et on se dit qu'il n'y a pas autre mesure de punition que de chicoter. Mais il y a d'autres possibilités. Je viens de donner 2 exemples et il y en a d'autres. C'est à vous de bien connaître votre enfant, de savoir quelle réponse appropriée trouver pour lui faire mal entre griffes. Je dis bien mal entre griffes. C'est-à-dire, il ne sera pas content pour lui expliquer que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et parfois, vous pouvez discuter avec votre enfant. Moi, il m'arrive de dialoguer, d'expliquer à mon enfant très jeune que ce que tu viens de faire, est-ce que tu sais que ce n'est pas bon? Tu viens de faire du mal à ta soeur. Mais je vous assure, parfois, ils comprennent. Je demande aux parents d'expérimenter ça pour voir, de dialoguer avec les enfants et de voir ce que ça va donner. Mieux, puis il y a de ces mêmes parents, l'enfant fait l'erreur le soir ou bien le matin et c'est le lendemain à 17h qu'on appelle l'enfant, on punit l'enfant. J'ai de ces cas. Ah bon? Je vous assure. Pourquoi attendre tout ce temps? Non, c'est-à-dire il laisse passer et l'enfant est en train de faire quelque chose, seulement on l'appelle. Ou bien il fait quelque chose, maintenant il dit, toi tu avais fait telle chose avant, non? On multiplie par 2, on ajoute, c'est quelle histoire ça? L'enfant ne comprend même pas pourquoi on le frappe ou bien pourquoi on le punit. Parce que le but, c'est d'amener l'enfant à changer de comportement,
il ne faut pas qu'on oublie le résultat. Le but, ce n'est pas de faire mal à son enfant. Non, c'est de l'amener à changer de comportement. Et la meilleure manière, c'est de lui expliquer ou bien de trouver d'autres formes de punition autres que lui faire du mal. Du mal. Ah ben, face à tout ce que vous avez dit, vous avez quand même exposé tantôt un certain nombre d'exemples. Lorsque les questions auxquelles on a trouvé des réponses, c'est non, 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 non et tout, on ne doit pas punir l'enfant. Mais quand c'est oui, est-ce qu'on doit passer au châtiment corporel? Non, on ne peut pas passer au châtiment corporel. Donc le châtiment corporel est interdit. Je pense qu'il faut inscrire. Vous savez, en aucun cas. Je ne pense que ce n'est pas la solution. Vous savez, le châtiment corporel, ce n'est pas la règle. C'est l'exception. Et pour venir à l'exception, il faut avoir utilisé les autres voies disciplinaires possibles et échouer avant d'eux. Et lorsqu'on me pose souvent la question, je dis, si vous voulez frapper votre enfant, il faut le frapper une fois par an. La réponse est déjà trouvée. Je dis bien une fois par an. Vous imaginez que donc ce n'est pas, vous n'en avez pas besoin. Et si vous devez, parce qu'il y a de ces parents qui n'imaginent pas. Parce qu'ils vous diront que même ils ont été éduqués de la sorte et il n'y a rien eu comme effet négatif sur leur vie. Ah, si, ça reste. Vous savez, moi je connais de ces parents, parce qu'ils ont tellement été frappés, la violence reste. Ils n'ont pas pu s'en défaire, ils sont violents. Et parfois, ces parents, il y a de ces parents, c'est parfois le comportement contraire. Soit tellement ils ont été frappés dans leur enfance qu'ils deviennent tellement passifs, c'est-à-dire, quel qu'en soit ce que l'enfant fait, ils ne peuvent plus rien faire. Ils regardent parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant connaisse cette violence qu'ils ont connue. Il y a de ces parents, c'est le contraire où, à moins de choses, ils passent à l'acte, ils frappent les enfants. Je pense que dans tous les cas, face aux enfants que nous avons aujourd'hui, la réponse, c'est de changer de comportement et de trouver d'autres mesures pour discipliner les enfants. Le châtiment corporel n'en a pas besoin. Mais on se demande si tout ce que vous venez d'énumérer là, s'il faut adapter tout ça à tout type d'enfants, tous les enfants de tout âge. Je dis tous les spécialistes sont d'accord avec moi. La plupart, la majorité, les psychopédagogues, ils sont tous d'accord qu'on n'en a pas besoin. Moi-même, je fais l'expérience depuis des années sur mon enfant. J'ai les résultats. Quand mon enfant fait quelque chose, souvent il dit, ah, papa, tu vas me punir, non? Il ne dit pas, papa, tu vas me frapper. Il dit, papa, tu vas me punir, non? Donc, je fais l'expérience. Finalement, nos parents ont besoin de coaching. Ah oui, c'est important pour les parents d'aujourd'hui. Pour réussir dans l'éducation de leurs enfants. Pour qu'on puisse les accompagner des parents efficaces. Merci beaucoup. Merci. Donc, si je comprends bien, il faut se poser deux questions avant de passer à l'acte, avant de punir son enfant. Le châtiment corporel est interdit, quel que soit l'acte posé par l'enfant. Mesdames et messieurs, on va poursuivre le grand rendez-vous tout en laissant partir notre coach en leadership parental, Fulgence Arouangonou. On va installer le deuxième plateau Horizon Culture tout de suite. Le cinéma, eh oui, un financement presque inexistant, on en parle tout de suite. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage réalisé par Jennifer Sachivi. Un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale, selon un rapport du programme Média initié par l'Union européenne, c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans bon nombre de pays, promouvoir les productions audiovisuelles locales en les diffusant sur grand écran est un procédé assez courant. Mais au Bénin, plusieurs facteurs constituent un frein à cette pratique. D'abord, il n'y a pas des infrastructures qui permettent de vraiment valoriser les œuvres culturelles nationales. Le peu qui existe, généralement, n'est pas, quand je vois les salles de cinéma, n'est pas mis en fonction. Il y a aussi la qualité réelle des productions. Parce qu'il n'y a pas réellement de financement, il est difficile d'avoir des productions de qualité diffusables. Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Les novelas. Nous pouvons aussi faire nos novelas, si c'est ça qui plaît au public. Nous pouvons faire connaître notre culture aux Béninois. Et je crois que ça les intéresse. En raison de son mode de fonctionnement, la seule salle de cinéma numérique au Bénin n'accorde pas le monopole à la diffusion des productions locales.
Cela s'explique par les demandes qu'elle reçoit et les attentes de sa clientèle. Vous savez, nous diffusons dans nos salles des films d'une certaine qualité. Nous défendons un certain standard en matière de qualité. Un comité de sélection sera sûrement mis en place pour pouvoir trier, faire une sélection très sélecte des films locaux que nous aurons à diffuser dans nos salles. Afin de changer la donne et apporter un nouveau souffle à l'univers cinématographique béninois, certaines actions pourraient s'avérer très bénéfiques. Aujourd'hui, on est passé au numérique et le cinéma se fait avec des instruments en miniature. Mais nous n'avons pas investi à leur acquisition. Donc il faut acquérir du matériel. Il faut ensuite voir les réalisateurs et producteurs spécifiques qui sont sur le terrain, établir un partenariat avec eux. Il ne faut pas hésiter à leur apporter du souffle financier. Organiser ce que j'appelle cette année, chaque année, ces récompenses, les récompenses. Et là, ça va booster la production. Et quand ça va booster la production, on aura beaucoup plus d'œuvres et les Béninois seront amenés à regarder leurs œuvres. Dans un rapport de 2016, l'UNESCO indique que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma compte pour 5 milliards de dollars dans le PIB africain et emploie environ 5 millions de personnes. Le même document précise que cette industrie, en cours de développement, pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer environ 10 000 milliards de francs CFA dans la contribution annuelle du PIB. Merci à vous, Jennifer Sativi, pour le reportage. On retrouve donc sur le plateau le réalisateur Rodrigue Arotondi. Pour d'autres, il est Lolo Magique. Monsieur Arotondi, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai vu juste Lolo Magique. Oui, vous avez vu juste. N'est-ce pas? Artiste, chanteur, compositeur, interprète, je dirais. Vous êtes tout à la fois. Bon, mais ici, on vous reçoit en tant que réalisateur. Oui, je suis réalisateur et je suis enseignant aussi au supérieur. D'accord. J'enseigne l'audiovisuel à l'INMAC, à l'Université nationale du Bénin. D'accord. Donc avec vous, on va parler du financement du cinéma au Bénin. Pour nous et pour certains acteurs du 7e art, comme on le disait, ce financement est presque inexistant. À vous de le confirmer sur le plateau. Est-ce qu'il existe des guichets de financement du cinéma au Bénin? Merci, madame. Votre question renvoie à une autre, celle de la santé du cinéma béninois. Est-ce que le cinéma béninois se porte bien? On a commencé par en parler, on en a parlé très rapidement hier. Donc, mais selon vous, pour que le cinéma se porte bien au Bénin, il faut parler alors du financement. C'est le mais déjà, est-ce que l'énergie, c'est l'oxygène qu'il faut pour que le cinéma se porte bien. Donc, est-ce que ça se porte bien? Bon, il faut dire qu'au Bénin, nous avons 2 guichets de financement. Non, mais avant de parler de guichets, le cinéma béninois se porte bien? Le cinéma béninois a de très beaux jours devant lui. Vous le savez. Là, est-ce que... Oui, bien sûr, le cinéma béninois a de très, très beaux jours devant lui, surtout avec l'ouverture de nouvelles salles de cinéma. Vous savez de quoi je parle. Oui. Et tout dernièrement, nous avons eu un compatriote qui a porté très haut l'étendard du 7e art béninois à l'échelle internationale au FESPACO dernier, vous le savez. Oui. Et Sylvestre Amoussou, bien sûr. Voilà, donc le cinéma béninois fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Et parlant du financement, revenons alors à notre question concernant les guichets. L'univers cinématographique béninois a des guichets de financement. Il faut dire qu'après, au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation, le premier gouvernement que nous avons eu, démocratique, et en l'occurrence celui de Nicéphore Soglo, du Denis Soglo, a mis sur pied un guichet de financement. Et c'était en 1992. Et ce guichet, c'était le fonds d'aide à la culture. Ce n'est pas dédié exclusivement au cinéma, mais aux arts et à la culture. Donc, ce guichet est ouvert aux artistes chanteurs, aux hommes des lettres, aux artistes plasticiens, etc. Aujourd'hui réformé, non. Le fonds d'aide à la culture. Le fonds d'aide à la culture, il faut dire qu'à l'avènement du gouvernement défunt,
le Fonds d'aide à la culture a reçu de l'oxygène et le fonds est porté, on parle de milliards culturels, Oui. vous en savez quelque chose. Mais en 2017, il y a eu aussi la création d'un guichet dédié exclusivement au cinéma. C'est le Fonds d'aide à la production cinématographique, FAPA. FAPA, d'accord. Voilà. Donc, il faut dire que nous avons ces deux sources de financement du cinéma, mais à part ça, il y a aussi une forme de source de cinéma béninois, mais à l'allure universitaire, je vais dire, c'est un guichet de financement de cinéma estudiantin. Voilà un peu, c'est pour ne pas faire la publicité aux écoles privées, c'est pourquoi je t'ai juste Donc le nom. là, les projets cinématographiques sont financés par ces guichets universitaires. Oui, il faut dire que le Fonds d'aide à la production audiovisuelle fait un très bon travail. Et vous suivez souvent les écrans de FAPA à la télé. Oui, sur j'ai été lauréat en 2009 de ce fonds. Ah bon? Oui, à hauteur de 2 millions et quelques. Et vous nous avez ressorti quoi? Lors de la production de mon documentaire intitulé « Le Fa, une littérature mal connue ». C'est-à-dire que j'ai montré que le Fa, au-delà d'une pratique divinatoire, c'est une littérature parce que ça contient de l'oralité, d'aphorismes, de légendes, etc. Donc revenons au sujet. Et le FAPA fait un très bon travail. Et on dit que lorsqu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais raison pour laquelle je me demande si ces deux sources de financement, environ deux, il faut dire suffisent pour porter haut l'étendard du cinéma béninois. Non, 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 le cinéma, c'est beaucoup d'argent. On raisonne au cinéma sur des millions. On raisonne au cinéma sur des millions. Et dans ce cadre, on parle d'industrie cinématographique et non du cinéma tout court. Il y a une différence. D'industrie cinématographique, nous n'avons pas encore une industrie cinématographique au Bénin parce que c'est un travail à la chaîne. C'est le code de la cinématographie béninois qui définit tout ça. Malheureusement, depuis plus de 2 décennies, ce code-là est en souffrance. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain. On voit des œuvres qui se font. Il y a le FAPA qui finance des œuvres. Voilà, on les découvre à la télé, les populations voient les œuvres à la télé, et voilà un peu. Mais il faut dire que ce n'est pas l'image de la capacité cinématographique des Béninois. Attention, il faut le dire. Ce que les populations voient à la télé n'est pas le niveau exact de la capacité des Béninois à produire des films. Les Béninois cinéastes peuvent mieux faire. Mieux faire. On peut mieux faire. C'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité que le gouvernement essaie de corser un peu la cagnotte au niveau du Fonds d'aide à la culture et pourquoi pas créer un autre guichet. Mais il faut travailler avec des maisons de production sur la place et sélectionner des gens qu'il faut pour travailler et faire des œuvres vraiment concurrentielles à l'échelle internationale. Mais voilà, déjà, avec les quelques sources de financement que nous avons, quels résultats avons-nous? Qu'est-ce qui a changé? Quel impact ces financements ont eu? Il faut déjà dire que le Bénin est présent, déjà présent maintenant à toutes les éditions du FESPACO. C'est déjà très bien et on le doit en partie au FAPA parce que le FAPA finance des œuvres et fait le suivi et évaluation. C'est-à-dire que le FAPA suit les œuvres et les positionne même au niveau des festivals, comme le FESPACO, c'est déjà une très bonne chose. Et il y a aussi que les œuvres béninois voyagent beaucoup dans les festivals, voilà, et reçoivent des prix comme Clap Ivoire, voilà, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, donc les œuvres béninoises voyagent beaucoup. Et seulement qu'il n'y a pas trop de visibilité, nous manquons de festivals pour donner de la visibilité aux œuvres qui se font par le financement du FAPA, mais le FAPA seul ne suffit pas. Il faut beaucoup d'argent pour faire du cinéma. Beaucoup d'argent. Financer la production du cinéma et tout, ben, je ne dirais pas la vulgarisation, mais la communication autour. Je sais qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a toujours un grand écran avant même la mise en vente, la disponibilité du produit sur le marché. Mais aujourd'hui, au Bénin, qu'est-ce qu'il en est? Oui, madame, quand vous évoquez ce problème, comme je le disais au départ, vous tombez les pieds joints au cœur de la santé du cinéma béninois. Nous y revenons toujours. C'est-à-dire que c'est un travail à la chaîne. Donc, qui parle de financement béninois, on doit forcément parler de la formation
des cinéastes, ceux à qui on donne l'argent, est-ce qu'ils sont formés pour? Est-ce qu'ils sont toujours formés pour? Vous savez, on dit chez nous ici qu'il y a des gens qui ne font pas du cinéma, ils font du sketch télévisé, les gens donnent les noms qu'ils veulent. Moi, je leur demande d'aller regarder les premiers films de Charlie Chaplin. Oui. Moi, je leur demande d'aller regarder. Les gens ont commencé quelque part. Ceux-là, ils contribuent à donner de la culture cinématographique au peuple. Donc, voulez-vous dire que le Bénin est encore à ses débuts? Oui, pas à ses débuts, mais dommage, les gens qui sont souvent au devant de la scène ne sont pas toujours ce qu'il faut. Ils ont eu un parcours, ils ont installé un schéma dans l'univers cinématographique béninois. Le financement, ça ne vient pas forcément du FAPA, ça vient aussi des amis. Et vous voyez, donc, ils font leur cinéma. Ils font leur cinéma. Les professionnels, comme c'est beaucoup d'argent qu'il leur faut, ils attendent toujours les guichets de financement. Ils n'ont pas le financement. Vous voyez, ceux-là qui ont contribué à donner la culture cinématographique au peuple ont une confiance du peuple, ont une confiance de quelques bailleurs, de quelques mécènes. Donc, on leur octroie des fonds et ils travaillent, ils sont là. Donc, au-delà de l'apport gouvernemental, il y a également des apports STN. Oui, il y a des mécènes qui financent le cinéma béninois, qui aident des cinéastes à produire leurs œuvres. Mais moi, je voudrais dire, l'État béninois gagnerait à tout faire pour que le code de la cinématographie soit voté, promulgué. Vous savez pourquoi? Si jamais ce code est voté, par exemple, le CNI et le Centre national de la cinématographie devient autonome, une institution capable d'aller rechercher des financements. Est-ce que vous savez même que le Fonds d'aide à la culture n'est pas seulement là, dans ses attributs, il n'est pas seulement là pour financer, beaucoup ne savent pas. On pense plus au financement. Le Fonds d'aide à la culture est aussi là pour rechercher les financements à la promotion des œuvres artistiques et culturelles. Et si ce fonds joue réellement son rôle, il y aurait des fonds réellement disponibles. Exactement. On a vu qu'il y a eu le milliard culturel et voilà, la gestion, c'est là qu'on a le tableau noir de ce fonds-là. Mais il n'y a pas eu des œuvres produites qu'on peut dire, voilà, des œuvres qui sont produites et pas à base du financement du Fonds d'aide à la culture qu'on peut porter à l'international. Parce que forcément, peut-être que sur la chaîne cinématographique de la production, il n'y a pas eu à tous les niveaux, au niveau des corps de métier, toujours des hommes qu'il faut. Vous voyez? Vous revenez toujours là-dessus? Oui. Des gens qui, vous savez, nous avons au Bénin le plus grand festival de théâtre de l'Afrique, le FITEP. Je voulais en parler d'ailleurs. Et puis le cinéma puise beaucoup dans le FITEP pour travailler. Parce qu'il y a eu un gros lot de personnes, il y a des gens qui ont quitté le théâtre, qui se sont convertis et qui sont devenus des cinéastes, des réalisateurs, des cadreurs, des preneurs de son, etc. Il y en a qui ont fait l'État, qui ont une bonne expérience, et qui ne peuvent pas forcément expliquer ce qu'ils font, mais qui font du bon travail. Et à côté, il y a des gens aussi qui ont besoin de remise à niveau. Voilà un peu. Et si moi, j'ai du financement au niveau du Fonds de la culture, et ces gens, j'ai travaillé avec eux depuis des années, je compte sur eux, et je les invite à produire mon œuvre avec moi. Il faut dire que cette œuvre ne peut pas toujours être exempte de fautes de grammaire audiovisuelle. Vous voyez un peu ce que je dis. On regarde les œuvres à la télé, mais les populations ne peuvent pas dire « Ah, il y a telle faute, ah, c'est pas bien », parce qu'on n'a pas encore ce niveau cinématographique qu'il faut. Donc, il y a un problème de formation. Quand on parle de financement du cinéma béninois, on doit revenir toujours à la formation. D'où l'importance du vote et de la promulgation du code de la cinématographie qui souffre depuis plus de 20 ans. Voilà un peu. Malheureusement. Alors, aujourd'hui, voilà les quelques sources de financement qui existent. Le résultat n'est pas aussi épatant comme il est souhaité. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la cagnotte aujourd'hui, accordée au financement du cinéma? Attention, il faut revoir la cagnotte, mais je sais qu'on nous parle des normes, les productions cinématographiques ne respectent pas encore les normes internationales qu'il faut. Mais pour cela, pour avoir des œuvres de qualité, il faut également des financements qui valent le coup. Il faut peut-être ne pas continuer sur la même lancée que le gouvernement défunt en instaurant toujours, en continuant sur le Fonds d'aide à la culture, et que les aînés m'excusent si je parle ainsi. Il faut peut-être installer une institution où il y a des gens qu'il faut
qui pensent le cinéma béninois, qui pensent l'art béninois. On en a au Bénin. La culture béninoise. On a pas, ce que je dis, on n'a pas au Bénin. Une institution qui est là pour penser l'art béninois, pour penser le cinéma béninois. Mais les hommes qu'il faut pour former cette institution existent. Les capacités existent au Bénin, les compétences. Il faut un cadre réglementaire, formel. Il faut un cadre formel pour régir cela. C'est ce que je dis. Il faut une institution pour régir cela. Et cette institution va définir le cadre, organiser la plateforme et permettre maintenant aux cinéastes béninois de travailler. Sinon, le gouvernement n'a même pas besoin de dire il faut donner du milliard culturel, il faut donner du milliard aux cinéastes, etc. Si le code est voté, le code a tout prévu pour que le cinéma soit autonome au Bénin. N'est-ce pas? Oui. Vivement donc que ce code soit voté et promulgué. Vivement. Vivement. Merci beaucoup et merci à vous. Rodrigue Karotondi, vous êtes réalisateur et bien d'autres choses encore. On ne va plus énumérer tout ça ici sur le plateau. On parlait donc avec vous du cinéma béninois. Le financement existe, mais quasiment inexistant. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour Horizon Culture. Le grand rendez-vous se poursuit. Il est temps, avant l'actualité de la rédaction, obtenir les informations sur la toile avec Maurice Santan, ActuWeb, tout de suite. Et nous sommes donc avec Maurice Santan. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, content de vous retrouver ce soir. Eh oui, très contente également d'être avec vous. J'ai promis, je suis là. Voilà, et voilà. Oui, vous êtes un homme de parole. Merci de le reconnaître. Eh oui, vous l'êtes. Alors, on va parler aujourd'hui de deux sujets. Oui. Déjà la première information, oui. Au Sénégal, la chanteuse Rihanna, que tout le monde connaît d'ailleurs, est déclarée persona non grata par des associations religieuses. Oui. Mais pourquoi cela? Je vais vous expliquer. Rihanna a déclaré persona non grata, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la bienvenue sur la terre du Teranga. Ça se passe au Sénégal. Donc, c'est à l'occasion de la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation, le PME, qui se déroule actuellement au Sénégal, c'est-à-dire du 1er au 2 février 2018. La chanteuse originaire des Barbades a été annoncée aujourd'hui donc dans la capitale sénégalaise, mais à l'annonce de sa venue, plusieurs organisations de la société civile, non pas de la société civile, organisations religieuses, une trentaine, réunis au sein du collectif Non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité, l'a déclaré persona non grata d'après le site web de la BBC Afrique. Pour eux, pour ces organisations-là, Rihanna participe à une conspiration d'un groupe d'élite qui travaille à établir un nouvel ordre mondial. Alors, on se demande comment Rihanna s'est-elle ainsi retrouvée dans cette affaire. En fait, depuis quelques jours, il y a une vidéo qui circule sur la toile et qui promet de dévoiler le complot autour de sa visite au Sénégal. Celle-ci la vidéo donc prétend expliquer comment son voyage a été orchestré en complicité avec le gouvernement pour dérouler un programme éducatif qui vise à faire des futures générations de fidèles disciples de Satan. Vous voyez, c'est tout un argumentaire de la part de ces organisations religieuses. Selon Jeune Afrique, le ministre sénégalais de l'Intérieur a affirmé qu'il assurera la sécurité de tous les participants à la conférence. Donc, il promet assurer la sécurité de Rihanna. Mais jusqu'ici, la star américaine n'a pas encore confirmé si elle va participer à la conférence de Dakar. Avec cette décision-là, franchement, je ne crois pas qu'elle puisse accepter y être. Moi, je n'ai pas beaucoup de doutes. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays très religieux, très musulman, à 95% au moins. Et donc, je comprends tout à fait cet argument. Mais après, je pense que ce n'est pas ça qui devrait empêcher Rihanna de venir, puisqu'elle est ambassadrice pour le partenariat mondial pour l'éducation. Et donc, elle est attendue là pour contribuer à mobiliser les fonds pour financer l'éducation dans les pays en développement. Et donc, enfin, c'est un argument. Et là, on se demande bien quels sont les critères. Comment est-ce qu'elle a été retenue pour être ambassadrice de ce projet-là, si elle est vomie par d'autres aujourd'hui? On pouvait s'y attendre. Vous savez, généralement, pour des organisations caritatives comme l'UNICEF, d'autres organisations des Nations Unies,
on choisit les ambassadeurs de bonne volonté sur la base de leur popularité, généralement dans le monde sportif ou dans le monde du divertissement. Ça peut être un acteur de cinéma, ça peut être une musicienne, une chanteuse très bien connue. Et donc, on comprend très aisément que Rihanna ait pu être choisie comme ambassadrice. Après, l'argument qu'il y a derrière au niveau des organisations religieuses aussi, c'est ça. En fait, c'est là il y a le débat. Et oui. Bon, on essaie de les comprendre aussi. Ils parlent d'homosexualité et de franc-maçonnerie. Donc, vous voyez, alors là, on est un peu dans la superstition aussi. N'est-ce pas? En tout cas, vous avez encore une autre information à partager avec nous. Le Kenya fabrique, ça c'est une bonne nouvelle, le Kenya fabrique son premier satellite. Oui, vous avez dit bonne nouvelle. Et oui, effectivement, nous parlons d'innovation à présent avec le Kenya. Des ingénieurs de l'université de Nairobi viennent de construire le premier satellite du Kenya qui sera lancé dans 2 mois. Et sur l'espace? Dans l'espace, oui, bien sûr. Donc, dans 2 mois, la fabrication de l'appareil est présentée comme un nanosatellite, c'est-à-dire c'est un petit satellite, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est un mini-satellite, a été soutenu financièrement par l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. Pour ce faire, le Japon a octroyé un financement de $1 million aux ingénieurs kenyans pour qu'ils fabriquent ce satellite. Le satellite sera utilisé principalement pour la supervision des activités agricoles et la surveillance des frontières du Kenya selon les autorités du pays. Il sera envoyé à la Station spatiale internationale en mars prochain, c'est-à-dire en mars prochain. Voilà, avant d'être mis en service 1 mois plus tard. Grâce à cette innovation, le Kenya devient l'un des 6 pays africains à avoir envoyé des satellites dans l'espace. Et je profite de l'occasion pour vous dire, est-ce que vous connaissez les 5 autres pays? Je voulais vous demander de rappeler cela très rapidement aux téléspectateurs. Oui, les 5 autres pays africains qui ont un satellite au moins dans l'espace, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Le Ghana a lancé récemment aussi un satellite dans l'espace. Et ici, on était sur le plateau du grand rendez-vous. On a parlé du satellite angolais qui a été lancé dans l'espace à partir de la Russie. Mais ce satellite s'est abîmé dans l'espace. Pour le moment, l'Angola, il n'est pas encore une nation avec un satellite dans l'espace. Avec un satellite. On espère que le même son ne va pas arriver au satellite Kenya. Voilà. Et le Bénin? Dans tout ça? Le Bénin, dans tout ça, on reste optimiste. On espère que d'ici quelques années aussi, nos ingénieurs vont fabriquer un satellite, ne serait-ce que pour surveiller nos frontières. Vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de recherches scientifiques qu'on peut faire à partir des satellites. Aujourd'hui, on a l'érosion côtière qui menace nos côtes. Avec les satellites, on peut prévenir ça, on peut relever des données, la déforestation, le braconnage. Les satellites peuvent permettre de faire ce genre de suivi et prévenir ce genre de catastrophe. Donc le satellite, quelque part, a son rôle à jouer pour le développement de toute nation. Absolument. Merci beaucoup. Merci Maurice Santan pour ces informations. Excellent week-end à vous. Bon week-end à vous également. Et je serai invité certainement. Si vous voulez. Si vous voulez. Si je veux, mais je le veux. Donc ce soir déjà. Ah non, ce soir je suis fatiguée. Demain c'est mieux. Demain samedi, ok. Eh oui, c'est ça la femme quoi. Oui, c'est comme ça. Demain je vous appelle. N'est-ce pas? D'accord. Mesdames et messieurs, il l'a dit, hein, je viendrai rendre compte ici sur ce plateau si il est toujours un homme de parole ou pas. Alors, mesdames et messieurs, il s'en va être 19h45 et oui, nous allons entrer en liaison avec la rédaction de BB24. Après les informations obtenues sur la toile, nous aurons les informations d'ici et d'ailleurs. Pas obtenues sur la toile, hein, non, mais avec Nadège Sani. La rédaction, le journal, c'est avec vous tout de suite. Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Zone humide et assainissement urbain, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des zones humides ce 2 février. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. La réserve de biosphère du Bono est située au sud du Bénin et du Togo. Nous irons à la découverte de ce sanctuaire de la biodiversité.
L'ONG Gain Global Aid Network gagne à nouveau la confiance du gouvernement béninois. L'organisation est autorisée à étendre son champ d'action auprès des populations béninoises. La communauté internationale célèbre ce vendredi 2 février la journée mondiale des zones humides, une occasion de mettre en lumière ces milieux humides et faire découvrir leurs richesses. Les discussions vont tourner autour des zones humides et de l'urbanisation. Donatien Falola, Amandine Anyambosou, reportage. Les zones humides pour un avenir urbain durable, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale des zones humides. Un thème qui souligne le rôle essentiel de ces espaces en faveur d'une urbanisation durable. Un avenir urbain parce que les zones humides ne sont pas que seulement dans les campagnes. Nous avons dans des centres urbains tels que Cotonou par exemple, et le lac Nokwe, la commune de Semenkodi, la commune de Calavi occupent une grande partie de Beige, donc du lac Nokwe qui est une zone humide. Donc il faudrait donc inclure donc la thématique d'urbanisation dans la gestion de nos zones humides. Quand vous allez à Semenkodi, le mal est criard. Vous allez voir alors que le code foncier en vigueur au Bénin interdit donc l'installation humaine à moins de 25 mètres donc des zones humides. Vous allez dans la commune de Semenkodi, principalement à Ekpe, je vais parler de Tchonvi, vous allez voir donc des installations à l'intérieur même de la zone humide. C'est donc pour attirer l'attention donc sur cette pratique que nous avons voulu choisir Semenkodi pour cette célébration. Cette célébration est une occasion pour sensibiliser le grand public sur l'importance des zones humides. L'objectif de cette journée, c'est d'amener donc nos communautés, puisque de par le monde nous avons des zones humides, à agir effectivement pour la conservation des valeurs, donc c'est-à-dire floristiques que fauniques de ces zones humides-là. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Les zones humides jouent plusieurs rôles pour l'humanité. Déjà, les zones humides sont une ressource en eau, mais également assurent l'assainissement de cette eau-là. Les zones humides sont des réserves de protéines. Les zones humides constituent également un mécanisme pour régler les inondations, mais également sont très importantes dans l'agriculture, sont très importantes dans la lutte contre les changements climatiques, autant de raisons pour lesquelles les zones humides doivent être protégées. La préservation et la gestion durable des zones humides est une obligation légale. Ce type d'écosystème représente un patrimoine écologique, sociologique et économique et un enjeu indéniable pour l'avenir. La biodiversité est composée d'espèces animales et végétales qui entretiennent des relations d'interdépendance ou de complémentarité entre elles. Mais l'une de ces espèces, l'homme, semble parfois abuser des autres espèces, compromettant ainsi leur vie. Pour faire face à ce genre de problème, il se crée des parcs et des réserves naturelles où ces êtres vivants peuvent s'émanciper. Découvrons l'une de ces réserves, celle de biosphère transfrontalière du Mono, à travers ce magazine signé Thibaut Maffon, Rodrigue Blondoumé et présenté par Jennifer Sativi. Partagée entre le Bénin et le Togo, la réserve de biosphère transfrontière du Mono occupe une superficie de 346 285 hectares. La réserve de biosphère est une zone recouvrant une combinaison d'écosystèmes terrestres et côtiers reconnue au niveau international dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Au Bénin, nous avons la Bouche du Roi, qui est un site spécial avec la mangrove, les palétuviers, qui est juste à l'océan Atlantique, qui va faire objet bien sûr d'une aire marine protégée. Nous avons le site de Naglano, qui est une forêt marécageuse intacte, conservée, intacte par les populations. Ensuite, vous avez au niveau d'Atiémé, dans la commune d'Atiémé, nous avons le lac Tohou. Toutes ces réserves sont le long du fleuve Mono. Du côté Togo, nous avons Togodo, qui a été un parc créé depuis les années 54, mais qui n'a jamais été exploité, qui n'a jamais fait objet d'un aménagement, d'une conservation en tant que telle, faute de moyens. Donc qui a été intégré, heureusement, avec la création de cette réserve, qui est intégrée à cette réserve. Nous avons un site de Godien,
qui est une forêt, disons, sacrée, où la population faisait leur sacrifice, essayait de conserver la flore et la microfaune, la petite faune qui existait. Ensuite, vous avez le site d'Afito, qui est aussi des mares d'Afito, qui est une mare, des mares hippopotames, où il y a des hippopotames là-bas au niveau du Togo, qui est aussi à cheval, qui fait frontière pratiquement à Tiémé. Ensuite, vous avez le site d'Akissa au niveau un peu plus bas, au niveau du Togo, et le lac Togo, complètement au sud vers Anécho, etc. Donc c'est un peu les sites qui constituent la réserve. La réserve de biosphère transfrontière du Mono a une grande importance. Elle est utilisée à diverses fins. La diversité biologique, avec l'acceptation, bien sûr, des êtres humains qui mènent des activités tout en tenant compte de la conservation, ce qui implique absolument des zonages. Le zonage, on a un noyau central qui est intégralement protégé où on ne fait que la recherche scientifique, on ne fait que les visites touristiques, mais on ne met pas des activités d'exploitation. Après, on a les zones tampons. Les zones tampons qui sont les zones où on permet l'exploitation, mais avec un contrôle donné, tout en respectant l'environnement, la conservation des ressources biologiques qui y sont. Après, vous avez la zone de transition, où il y a libre échange. Dans la zone de transition, bon, on fait tout ce qu'on veut, là où les habitations, les populations, ils sont et puis ils font toute activité, mais sans contrôle. Mais de plus en plus, il y a des conseils, appui conseils qui permettent aux gestionnaires de ces réserves de biosphère de conseiller, de sensibiliser ceux qui sont dans la zone de transition pour ne pas mener des activités qui vont entamer d'abord la zone de transition, qui viennent d'entamer même le noyau central de la réserve de biosphère. Elle abrite une grande variété d'espèces animales, dont certaines sont fortement menacées. Toute cette réserve de biosphère transfrontalière est d'abord située dans une zone humide d'importance internationale, qu'on appelle site Ramsar. Donc tous les oiseaux migrateurs, les oiseaux qui viennent pour faire l'hivernage au niveau de l'Afrique, à compte de l'hiver là-bas, pour pouvoir se reproduire, repartir, viennent nicher là pendant la période de l'hiver au niveau de l'Europe. Nous avons les buffles qui sont au niveau de Togo, le parc Togodo, mais qui migrent, qui passent de part et d'autre du fleuve Mono, qui est au cours du Bénin aussi. Nous avons le singe à ventre rouge, qui est une espèce endémique d'importance internationale aujourd'hui, qui se retrouve dans la réserve. Nous avons le Sitatunga, qui est une antilope d'eau. Le 14 juin 2017, l'UNESCO inscrit la réserve au réseau mondial des réserves de biosphère. La zone couverte par la réserve abrite près de 2 millions d'habitants et les principales activités sont l'agriculture à petite échelle, le pâturage, la sylviculture et la pêche. Cette population constitue la principale menace de la réserve par l'activité d'exploitation du bois et du charbon de bois. L'ONG Gain Global Aid Network, de nouveau autorisée à étendre son champ d'action auprès des populations béninoises. Hier après-midi, s'est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature d'un nouvel accord de siège entre l'organisation non gouvernementale et le gouvernement béninois. Retour sur cette cérémonie avec Miché Elegbe et Elonia Talmida. Une cérémonie solennelle, mais surtout l'assurance d'une confiance réitérée. Le renouvellement d'accords de siège entre le gouvernement béninois et l'organisation non gouvernementale GAIN a été l'occasion de revenir sur les nombreuses réalisations de l'ONG canadienne depuis 1998 sur le sol béninois auprès des populations. GAIN existe depuis 1998. Et depuis ce temps, GAIN a aidé des femmes à lancer leur propre entreprise. GAIN a offert de l'eau propre dans les régions rurales où le besoin est grand. GAIN a aidé les victimes des conflits et des catastrophes naturelles. GAIN a soutenu les femmes pauvres et les enfants sans père.
qui sont dans le besoin d'amour. Et Gain a offert de l'espoir de plusieurs autres manières. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, président de la cérémonie, s'est dit honoré de ce renouvellement de partenariat permettant d'intensifier les interventions de l'ONG Gain sur le terrain du social au Bénin. À travers le renouvellement de cet accord de siège, le gouvernement du Bénin et l'ONG Gain réaffirment ainsi leur volonté commune de poursuivre et de consolider un partenariat dynamique au profit des populations béninoises. Mon souhait est que ceci vous aide à accroître davantage le volume de vos activités ainsi que le nombre des populations béninoises bénéficiaires qui vous expriment par ma voix leur profonde gratitude et apprécient votre présence permanente à leur côté pour aider le gouvernement à reculer chaque fois un peu plus les limites de la pauvreté et, à terme, à l'éradiquer. Dans quelques jours, l'ONG devrait inaugurer son 1000e forage au Bénin dans le cadre de son projet Eau pour la vie, un nouveau marqueur de la bonne marche du Bénin vers le développement. Page internationale à présent, le Nigeria a démarré la construction du nouveau port en eau profonde à Lagos, 1,5 milliard de dollars, soit environ 750 milliards de francs CFA. C'est le coût des travaux. Selon les informations collectées, ce port est le fruit d'une coopération entre la société chinoise d'ingénierie portuaire et le groupe américain Louis Berger. Les travaux entrepris déboucheront sur la construction d'un port moderne s'étendant sur 90 hectares et d'une profondeur de plus de 16 mètres, soit l'un des plus profonds d'Afrique subsaharienne. Au Sénégal, les banques sont invitées à soutenir le retour des émigrés grâce au financement de leurs projets. Selon le gouverneur de la région de Louga, Alioune Badara Mbengue, les banques commerciales doivent accompagner les émigrés en les aidant à rentrer au pays et à mettre en place des entreprises afin de créer des emplois. Question de ne plus être tenté par l'aventure au large des côtes. Le directeur du réseau commercial de la Bank of Africa Sénégal a affirmé que sa banque attendait les propositions concrètes et qu'elle était ouverte à financer tout projet bancable. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci Nadège Sani pour la présentation de ce 19h45 et c'est certainement à tout, n'est-ce pas, votre passage au 19h45 pour le compte de cette semaine. On se retrouve lundi, n'est-ce pas, avec Karamata Kwataou. Bien sûr, heureuse, je serai sur ce même plateau lundi à 19h. À 19h45. À 19h, c'est un piège. À 19h déjà pour la présentation des titres et à 19h45 pour le journal. N'est-ce pas? Mais déjà, on sait que nous sommes en fin de semaine. Le week-end, ça s'annonce comment chez vous? Est-ce qu'on peut avoir déjà le programme? Aujourd'hui, je réclame les invitations. Hein. Mais vous savez qu'en audiovisuel et en télévision, on n'a pratiquement pas de week-end. Écoutez, ne nous dites pas ça, Nadège Sani. Nous avons nos caméras cachées, on verra. Demain, nous avons des émissions à tourner, donc je serai au boulot. Le samedi, le dimanche, j'aurai ma journée donc, consacrée à Dieu, comme tous les dimanches. À Dieu et à la famille, bien sûr. D'accord, Nadège Sani, merci déjà pour avoir accompli votre mission ce soir. À lundi déjà pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, si vous voulez suivre encore Nadège Sani pour le journal, prenez le rendez-vous donc le lundi prochain à 19h. Et oui, à 19h comme elle le dit. Alors, il nous reste environ deux plateaux pour le grand rendez-vous de ce soir. On va parler environnement dans nature et bien-être et surtout des zones humides. C'est aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Quelle importance des zones humides pour un avenir urbain durable? On aura sur le plateau
Monsieur Abdou Salami Amadou, il est chargé de la gestion de la convention de Ramsar à l'ABE. Vous le verrez tout à l'heure avec Amandine Niambossou. Et puis, on va finir en beauté la grande émission du soir avec Elonia Dalmeda et Floriane Afoutou, manager de sport. Avec les deux dames, on va parler sport et perte du poids. Nous aurons sur ce plateau les astuces pour sculpter notre corps, chères dames. Restez donc avec nous. En attendant, on va installer le plateau de nature et bien-être. Nature et bien-être reçoit sur ce plateau Amandine Niambossou et Abdou Salami Amadou. Il est chargé de la gestion de la convention de Ramsar à l'ABE. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir Heureuse, bonsoir Amandine. Ok, bonsoir Heureuse, bonsoir Amandine. Voilà, c'est mieux. Okay. Amandine, la fine fleur, bonsoir. Bonsoir à vous Olivier. Amandine, j'étais sûre quoi. Bon, on va parler. J'ai souri pour que vous n'entendez rien, mesdames et messieurs. Et oui, on parle de la journée mondiale des zones humides. Il faut rappeler déjà que vous avez consacré toute la semaine aux zones humides. Et aujourd'hui, on va parler uniquement de la journée. Et voilà. Donc, ce soir, on est avec M. Abdou Salami Amadou. Oui. On y va. Maintenir l'équilibre entre les populations, les écosystèmes et le développement reste l'un des défis majeurs en matière d'environnement et de développement durable. Dans cette dynamique, la République du Bénin s'est dotée d'une large législation et a adhéré à de nombreuses conventions internationales, dont celle sur la diversité biologique, celle concernant les espèces migratrices, le mémorandum d'accord sur les mesures de conservation pour les tortues marines et de la côte atlantique de l'Afrique et des mammifères aquatiques. Il y a aussi la Convention relative aux zones humides d'importance internationale appelée la Convention de Ramsar. À ce jour, le Bénin dispose de 4 sites Ramsar, tous inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale. Il s'agit des sites 1017, 1018, 1668 et 1669. Quand les zones humides sont bien gérées, elles peuvent donc renforcer la résilience des communautés et les aider à se préparer aux catastrophes, à y résister et à rebondir pour être plus fortes qu'avant. Une mauvaise gestion des zones humides peut aggraver les catastrophes au lieu de les réduire. Comme dans la majeure partie des pays en voie de développement, le Bénin est aussi confronté à une pression humaine sur ses ressources naturelles. Ce n'est pas sans impact sur la nature. D'autres risques climatiques majeurs que sont l'élévation du niveau de la mer et des événements météorologiques entraînant des conséquences socio-économiques. L'intensité des actions anthropiques accélère la dégradation des zones humides, ce qui freine le développement durable. Le lac Nokwe est fortement menacé d'encombrement par la pratique de la pêche traditionnelle communément appelée Akadia au Bénin, qui est une technique de piégeage de poissons par des branchages autour desquels les populations ont l'habitude de mettre des filets à maille réduite pour empêcher les poissons de sortir de ce piège-là. Et voilà, le décor, il est planté. On va poursuivre les échanges donc, liés aux zones humides. On a su à travers l'élément en tout cas qu'une mauvaise gestion des zones humides peut aggraver les catastrophes ici. On va échanger sur le sujet. Amandine, on va y aller. Sur le sujet, Monsieur Abdou Salami Amadou, dites-nous déjà pourquoi une journée pour les zones humides. Merci beaucoup. Et vous-même, comme vous venez de le dire, le décor est planté. Et
le constat est fait non seulement au Bénin, mais sur le plan international. Partout dans le monde, les zones humides subissent une pression et c'est ça qui a amené les organisations internationales à réfléchir. Et ainsi, au cours des années 1960, la réflexion a conduit en 1971, au début des années 70, à la ratification de cette convention qu'on appelle Convention de Ramsar. Convention de Ramsar parce que c'est au bord de la mer Caspienne, au niveau de la ville Ramsar, qui est une ville iranienne, que cette convention a été signée en 1971 et est entrée en vigueur en 1975. De 1975, la date d'entrée en vigueur, jusqu'en 1997, malgré tous les efforts des différents organismes, des pays qui ont adhéré, et les pressions n'ont pas diminué et puis la perte des zones humides continue. Puisque la population augmente au fur et à mesure. Exactement. Avec l'augmentation de la population, les pressions augmentent et puis les zones humides reculent en superficie et en qualité. Alors, en 1997, la communauté internationale a décidé, en 1997, la communauté internationale a décidé de commémorer la Journée mondiale des zones humides. Donc c'est à partir de 1997 que la célébration a démarré. Exactement, à partir de 1997 que la célébration de la Journée mondiale des zones humides a démarré. Mais je voudrais rappeler quand même que le Bénin a adhéré à cette convention seulement en 2000, en inscrivant 2 sites Ramsar, les sites 1017. Pourquoi avoir attendu les années 2000 avant de ratifier cette convention? Est-ce que le Bénin pensait s'en sortir sans intégrer cette convention parmi les nombreuses conventions qu'on a déjà eu à signer? Non, vous savez, depuis le début des années 90, disons plus précisément en 1992 avec la conférence de Rio, l'éveil des consciences sur le plan international a atteint un niveau où tous les pays ont commencé par connaître l'importance de l'environnement de façon globale et spécialement au niveau des zones humides. Et c'est ça qui a conduit, puisque c'est un processus qui prend un peu de temps aussi. Pour adhérer à une convention, ce n'est pas qu'on se lève et on va signer. Il y a toute une procédure à suivre. Et c'est ça qui nous a amené en 2000 à adhérer à la convention. Et en adhérant, il faut forcément inscrire au moins un site sur la liste des zones humides d'importance internationale. Donc c'est à ce titre que nous on a inscrit au cours de la même année 2 sites. C'est les sites 1017, le complexe ouest, et le site 1018 qui est le complexe est, c'est toute la zone côtière de notre pays. Le Bénin est fort. Bon, oui, on peut dire ça, vraiment. Cette année, le thème retenu déjà pour l'édition de cette année, c'est des zones humides pour un avenir urbain durable. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Merci beaucoup. Et ce thème qui porte sur les zones humides et un avenir urbain durable, c'est en fait la synthèse de pratiquement tous les thèmes qui ont été utilisés lors des commémorations passées. Parce que tout concourt au bien-être des populations. Et aujourd'hui, nous savons très bien, ce n'est pas seulement au Bénin, partout dans le monde, la tendance est de venir vivre en ville. Et ça fait que les zones urbaines sont en pleine croissance. Alors qu'il n'y a pas de la place en ville pour tout le monde. Voilà, mais maintenant, pour prendre en compte toutes les populations, puisque l'exode rural, les conditions, les gens se disent qu'ils ne sont plus à l'aise au village, il faut aller en ville parce qu'il y a le mieux-être là-bas. Alors ce thème, c'est pour pouvoir prendre en considération la grande majorité des populations des différents pays qui ont adhéré à cette convention. Voilà pourquoi on parle de les zones humides et un avenir urbain durable. Et comment concilier alors zones humides et cette thématique? Oui. Et comment concilier les zones humides et l'urbanisation? Comme je le disais, comment on appelle ça? L'objectif de la Convention de Ramsar, c'est la gestion durable des ressources naturelles inféodées aux zones humides. Et les zones humides, aujourd'hui, sont occupées partout ailleurs dans le monde
la tendance est qu'il faut aller vers là où il y a l'eau. Quand on prend le cas de notre pays, vous voyez, la partie méridionale occupe moins de 10% de la superficie totale de notre pays, mais cette partie, cette franche, cette petite portion de notre territoire abrite plus de 50% de la population du Bénin. Et tout le monde veut rester au bord de l'eau. Tout le monde veut rester au bord de l'eau et sur l'eau. Et sur l'eau, ou même parfois, excusez-moi, dans l'eau. Exactement. Donc, aujourd'hui, pour concilier, c'est possible de concilier les zones humides et l'évolution et comment on appelle, l'accroissement de nos villes. Mais il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de principes à respecter. Quel genre de critères? Et ces réflexions-là ont été déjà menées depuis le début des années 2010, là, avec, au cours de la 11e session de la conférence des parties à Bucarest. C'est la 11e COP de la Convention de Ramsar qui s'est tenue en juillet à Bucarest, en Roumanie, où les techniciens du domaine des zones humides ont réfléchi, ont dit l'élan que le monde entier prend par rapport à l'installation humaine aux côtés des cours plans et d'eau, de façon générale au niveau des zones humides, c'est que les populations auront tendance à s'installer et ça va continuer toujours. Et les grandes villes vont se retrouver au niveau des zones humides. Alors, ils ont identifié 5 grands principes. Le premier principe, c'est la conservation des zones humides. La conservation, ça veut dire on ne peut pas empêcher le développement, mais dans la mise en œuvre de nos actions qui concourent au développement de nos villes, il faut tout faire pour éviter de détruire autant que faire se peut les zones humides. Ça, c'est la conservation. Mais ce qui n'est pas souvent facile aussi. Comme on le dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais il faut tout au moins limiter la casse. Ça, c'est le premier principe qu'il faut respecter. Le deuxième principe, c'est la restauration et la création de nouvelles zones humides. Quand on finit de s'installer, c'est sûr que au cours de notre installation, on procède à la dégradation des ressources qui se retrouvent dans la zone humide. On peut au moins faire l'effort de restaurer ce qui a été détruit. Et le même principe préconise aussi la création de nouvelles zones humides. Mais ça, ce n'est pas conseillé. Il faut tout faire pour restaurer. La création de nouvelles zones humides, ça doit être la solution, la toute dernière solution quand les autres sont totalement épuisés. Et le troisième principe? Le troisième principe, c'est le principe qui concerne la connaissance, la compréhension même des valeurs de nos zones humides. Mais excusez-moi, ce principe, les acteurs, les techniciens, les administratifs n'ont rien à apprendre aux acteurs, aux populations qui vivent. Parce que les populations qui vivent... C'est elles qui vivent les réalités. Elles savent très bien ce que les zones humides leur apportent, les valeurs des zones humides. Mais quand même, il faut tout au moins leur rappeler ça et amener les populations et amener aussi les autorités, les décideurs à prendre certaines décisions en connaissance de cause. Voilà, ça c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est l'engagement. L'engagement des acteurs à différents niveaux. Il faut que les populations elles-mêmes qui bénéficient des services écosystémiques offerts par ces zones humides prennent l'engagement de vraiment vouloir restaurer. De vouloir gérer de façon durable, de vouloir conserver. Ça, c'est au niveau des acteurs eux-mêmes. Elles ne peuvent pas faire ces différentes actions sans l'appui des différents acteurs à différentes échelles. Je veux parler de l'administration, la société civile, en tout cas tous ceux qui peuvent concourir à l'atteinte de cet objectif qui est la gestion durable de nos ressources naturelles. Donc là intervient les actions synergiques, la participation de tous les acteurs. Un acteur administratif, il a beau être autorité, tout puissant et oui, il ne faudrait pas qu'il prenne une décision et aller dire exécutez-moi ça. Avant de prendre la décision, il faut mûrir la réflexion, aller à la base, échanger avec tous les acteurs
pour avoir un consensus sur l'intervention qui va être menée pour le site en question. Et le dernier principe, le dernier principe, c'est la planification intégrée. Aujourd'hui, et malheureusement, ce que nous observons dans nos pays, ce n'est pas au Bénin seul, parce que récemment, dans un pays en Afrique centrale, il y a eu une catastrophe où on a déploré des dizaines de morts. Je ne sais pas, je ne vais pas appeler le nom du pays ni de la ville, mais tout ça, c'est parce que les actions sont menées sans une planification au départ. Oui, nous avons une zone humide que nous voulons aménager, sur laquelle nous voulons faire des investissements. Il faut faire une planification intégrée qui puisse prendre en compte tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, tous les acteurs qui interviennent sur le site, faire la planification en intégrant tous les différents acteurs. Mais est-ce que depuis que cette journée elle est célébrée, bon, la dernière question, si vous me permettez, est-ce que ça a changé quelque chose dans la gestion de ces zones humides, surtout au Bénin? Voilà, c'était également ma question, parce que là, depuis 17 ans environ que le Bénin célèbre cette journée-là. Oui, depuis 1997 que la journée a été décrétée, Journée mondiale des zones humides, et nous faisons tous les ans la sensibilisation. Le 2 février, c'est en fait une journée de sensibilisation. Et on sensibilise et les acteurs à la base et les autorités aussi qui interviennent dans la mise en œuvre de ces... Le 2 février, c'est pour la sensibilisation, mais les actions, c'est tous les jours. Oui, oui, les actions, c'est tous les jours. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a un changement radical, mais ce n'est pas seulement au Bénin. Ça va venir. Ce n'est pas seulement au Bénin, parce que vous-même, en introduisant, vous avez dit que les populations et les villes ne font que, comment on appelle, s'agrandir. Oui. Et dans l'agrandissement d'une ville, il y a beaucoup de besoins qui se font inviter. Impact sur l'environnement. Voilà, il faut satisfaire à ces différents besoins. Heureuse d'annoncer, les zones humides, il y a tellement de choses à dire dessus. Et il faut voir dans quelle programmer d'autres. Voilà, surtout revenir sur ces différents critères-là. Sur ces différents aspects des zones humides, parce qu'on n'a pas encore parlé des menaces et de ce qui est fait pour préserver. Donc, on aura d'autres plateaux pour en discuter davantage. Monsieur Amadou, merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Amandine également. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi, surtout que moi c'est mon mois. Donc, je suis né en février. Doublement heureux. Dans 2 semaines. N'est-ce pas? Joyeux anniversaire par anticipation. Donc. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, le dernier plateau du grand rendez-vous. Et oui, on va finir en beauté. C'est beauté au pluriel avec Elonia d'Almeida et son invité. On poursuit les échanges entamés ce mardi. Et oui, mardi passé, on parlait du sport et de la physiologie de la femme. On a eu sur le plateau Floriane Afoutou, manager de sport, pour nous donner toutes les informations concernant cette thématique. Aujourd'hui, on parle sport également et perte du poids. Comment sculpter notre silhouette, je dirais, notre corps, mesdames et messieurs. Floriane Afoutou est également là. Elle est là encore ce soir pour nous informer. Suivons d'abord cet élément réalisé par Elonia d'Almeida et Rikiat Bankoto sur le sport en général. Des pas et des mouvements maîtrisés. Le tout sous le regard d'un coach. Dans ce centre sportif, de plus en plus de femmes sont séduites par la pratique du sport en salle. Une formule en vogue parmi bon nombre de sports accessibles à la gente féminine. Il y a les cours aérobiques, il y a les cours de bâton, il y a les cours de step. Tout ça, ce sont des disciplines de la gymnastique. Il y a aussi la nouvelle discipline maintenant que nous appelons la Zumba, que les gens ont commencé depuis. Et maintenant, on a commencé aussi dans les centres de gym au Bénin. Et qu'il s'agisse de pratiquer du sport en cours collectif ou en individuel, tout comme les hommes, la gente féminine doit veiller au port d'une tenue vestimentaire adéquate. Il faut des tenues appropriées à chaque discipline sportive comme la gym. Donc, vous venez à la gym, vous portez des trucs plus précis, des trucs plus proches du corps. Il y a des collants hommes-femmes. Il y a aussi des 3 quarts comme des pantalons en kawé, en jogging. Santé et forme physique sont les motivations principales de cet attrait pour le sport. Mais pour certaines, la perte de poids
est l'objectif majeur. Je suis un peu obèse, hein. Donc par déjà ça, je sens le besoin de pratiquer le sport et par mes médecins aussi, on nous recommande pour avoir la pleine forme. Et quand j'ai commencé, je sens le résultat. Faites 30 minutes de sport, de marche, vous revenez, c'est déjà bon. Mais au moins 3 fois par semaine. Et si quelqu'un qui est déjà habitué au sport, qui fait tout le temps le sport, quand il laisse le sport, oh là là, il va prendre du poids. Face à cet engouement des femmes pour le sport, de nombreuses associations sportives voient le jour à Cotonou. Une offre qui séduit les sportives à petit budget pour le faible coût des cours et l'ambiance de groupe. Si tu n'es pas intégré dans un groupe, tu ne peux pas voir que c'est forcé que tu dois arriver. Tu vas faire la paresse. Dans un groupe, non seulement on fait le sport, mais il y a aussi cette vie associative qu'il y a en deçà. Et il y a des activités de solidarité que nous menons qui fait qu'il vaut mieux être membre d'un groupe, d'une association sportive. Au Bénin, le sport n'est plus seulement l'apanage des hommes. Le sport au féminin est bel et bien devenu une réalité. Et voilà, on retrouve sur le plateau Floriana Foutou. Elle est manager de sport avec Elonia Dalmeda. Hello, bonsoir. Bonsoir, Olivette, heureuse d'annoncer. Décidément pour vous, hein, africainement bien habillée. Oui, merci beaucoup. Mais pas en sport, même si on parle de sport aujourd'hui. Bonjour, madame. Et voilà, Floriana. mais nous avons notre Bonjour. invitée. Je la méconnaissais le mardi, mais là, elle est en mode sport. En mode manager du sport. Comment vous allez, madame Afoutou? Bien, merci. Et chez vous? Et on va très bien aussi. Très heureuse Et de vous avoir encore. Je vous sens toute en beauté. N'est-ce pas? Vous également, bien qu'en étant en mode sport, vous êtes toute belle. Merci. Et on va parler de la silhouette. Est-ce qu'on va parler uniquement de la silhouette des femmes, mais également des hommes aussi? Bon, on peut aussi parler des hommes, mais principalement, on va parler des femmes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus sédentaires que les hommes. Que les hommes, voilà. tout à Donc, fait. on parle principalement de perte de poids associée au sport. Il est vrai que certaines femmes se tournent vers des régimes, elles restreignent leur alimentation. Madame Afoutou, dites-nous, vous en tant que manager de sport, comment le sport peut amener à perdre du poids? Vous savez, le sport en son genre même a déjà une série d'exercices. Et qui parle de série d'exercices, parle de transpiration. Oui. Et quand vous transpirez à un niveau donné, vous brûlez déjà les graisses. Et puis vous fortifiez vos muscles. D'accord. Donc le sport, il est très bien. Mais maintenant, à chacun de s'adapter au sport qui lui plaît. C'est pourquoi il y a une pluridiscipline. D'accord. Mais maintenant, il y a un sport que toutes les femmes doivent apprendre à faire très tôt le matin. Dites-nous. C'est chauve-souris. Chauve-souris. Nous devons nous transformer en chauve-souris à la maison? Ah non. Ah ben alors dites-nous. C'est un exercice qui est bien militaire. Ah oui? Vous attrapez vos oreilles, vous croisez vos bras, vous les attrapez. Comme ça? Oui, et puis vous descendez. Ça rappelle beaucoup de choses à certains. Oui, à l'école. Voilà. Heureuse, très dynamique, elle en faisait grave. On fait des tractions en bas, en haut, c'est ça? Vous le faites exactement à votre rythme. D'accord. Vous savez, nous les femmes, nous avons déjà trop de choses à faire dans la journée. Ouais. Mais dans le même temps, notre lâchesse nous amène à prendre plus de poids que les hommes. C'est ça. Donc pour remédier à cela, être toujours belle dans le foyer, toujours belle à sa famille, c'est un exercice bête. Vous le faites très tôt le matin, 15 à 20 minutes. En fait, quand vous le faites même à votre rythme, il y a un moment où vous transpirez. Vous sentez une chaleur qui se dégage de vous. Du corps. Et quand cette chaleur se dégage, je vous prie, faites encore 5 minutes de cet exercice. Ne lâchez pas en fait, poursuivez quelques minutes encore. Maintenant, vous relâchez un peu vos muscles. D'accord. Ça, c'est les mouvements où on Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour perdre du poids, il suffit juste de faire du sport. Est-ce qu'on doit associer ça à l'alimentation? Si, on doit associer ça à l'alimentation, parce que nous mangeons bien, mais très mal. D'accord. Désormais, il faut choisir un horaire de repas. Fixe. Voilà. Et souvent le respecter. D'accord. Le jour où vous ne le respectez pas, il y a le fruit pastèque qu'on appelle au village Ouattara, que vous avez commencé par consommer. D'accord. Vous savez, toutes celles qui sont obèses ou bien quoi, c'est parce qu'elles aiment grignoter. Oui, on cesse avec les toffees, les bonbons, les quoi. On les remplace dès les premières semaines par la consommation du Ouattara. D'accord.
Vous mangez du pastèque. Si par exemple c'est à 7h, vous prenez votre petit déjeuner. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en retard. Il est déjà 7h30. Je vous en prie, prenez du Ouattara. Mais vous attendez midi. Midi, mangez tout ce que vous voulez. D'accord. Pizza bien riche, chawama, tout ce que vous voulez. Donc tout, même si c'est gras, des frites. Prenez même votre bière. Ok. Prenez même votre vin. Mais le soir, quand vous ratez 7h, pastèque. Pastèque. Mais le soir, 19h à 20h, c'est votre ligne de repas. Et vous savez ce que vous prenez? Non. Des feuilles de laitue, un peu de concombre, un peu de carottes, un peu de betterave. Et puis une légère dose de vinaigrette. D'accord. Légère. Plus de feuilles de laitue. Donc là, associé au sport. Et quand vous ne voulez pas prendre ça, c'est que vous prenez une tasse de salade de fruits, mais avec 5 fruits. 5 fruits différents. Arrangez-vous pour avoir 5 fruits différents. D'accord. Papaye, mangue. Mais pourquoi nécessairement 5 fruits différents? Oui, c'est pour combler quand même tout ce que vous aurez comme perte d'énergie. Parce que quand on perd les calories, je vous en prie, il y a aussi l'énergie qui prend un coup. Et oui, tout à fait. Exactement. Donc ne soyez pas trop hydratés. Et puis, vous allez remarquer que celles qui sont obèses, elles ne s'hydratent pas bien. Elles ne boivent pas. Oui, l'eau, c'est la clé. Surtout l'eau. Et quand on commence par faire chauve-souris, c'est que quand vous finissez cet exercice, vous aurez quand même la gorge très sèche. C'est ça. Ok. Et vous voyez, cet exercice de quelques 15 ou 20 minutes peut vous amener à boire 1,5 litre d'eau sans vous en rendre compte. D'accord. Ok. C'est aussi efficace. Oui, et puis elles s'hydratent tranquillement. Alors, mais vous parliez du matin. Est-ce qu'il y a une heure pour faire du sport? On ne peut pas faire le sport le soir? Non, le soir, c'est pas très bien. Pourquoi? Parce que le soir, on a déjà emmagasiné, il faut faire reposer le corps. Mais ceux qui marchent, le soir? Bon, ils peuvent marcher, mais est-ce que ça aura vraiment l'impact sur le résultat? Demandez-leur. Je suis sûr qu'ils vous diront on marche tout le temps, bon, on essaie. C'est l'exercice idéal. Et quand vous associez les deux tranquillement, vous n'avez plus de problème. Vous savez que nous, les femmes, après la mentalité, il y a la morphologie qui change. Bien quoi. C'est un exercice bête, mais vous le faites chez vous. Ça fait travailler les abdos, ça fait travailler les fessiers. Ça fait travailler en fait tout le corps. Tout le corps. Dites-nous, Madame Afoutou, dans le reportage tout à l'heure, on voyait des femmes qui travaillaient le sport en salle ou dehors, en plein air. Qu'est-ce que vous préconisez à ces femmes qui veulent perdre du poids? C'est mieux à l'air libre ou en salle? Non, vous savez... Moi, je me demande bien si on a d'ailleurs besoin d'aller faire le sport en club avant de faire du sport. Non, nous les femmes, nous sommes complexées. N'est-ce pas? Nous aimons nous faire voir. Pour que les voisins sachent que je fais un effort. Sinon... Ah là, on n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je suis... Écoutez, je suis très féministe, mais... Est-ce que nous sommes sûrs que tout ce que les coachs nous font faire comme les exercices, nous les réussissons à nous-mêmes? C'est vrai que parfois, non. Le sport, la perte de poids, pas d'abord d'une volonté. Donc, pas besoin de coach? C'est vrai, on dit de soulever la jambe, de faire l'équerre. Je le fais à ma manière. Et le coach ne sait pas me dire, non, ton équerre doit être droit. On dira, bon, il est en train de toucher une femme, parce que la plupart de ces coachs sont des hommes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Madame Afoutou? Le sport idéal, c'est que si on n'a pas envie, même marcher, c'est comme si vous quittez le boulot, vous fixez un objectif. Bon, je marche jusqu'au carrefour avant de m'attraper un zème. C'est simple, c'est bête. C'est bête. Vous le respectez. Parce que vous voulez atteindre un objectif. Et vous savez, les femmes sont nombreuses maintenant. Donc, chacun ménage au mieux sa monture. Ils sont long trajet. On dit aussi, Madame Afoutou, que c'est au bout de 45 minutes d'effort qu'on commence à perdre des calories. Est-ce que ça, c'est vrai? Tout dépend du corps de chacun. Donc, il n'y a pas d'heure. Quand je propose les chauves-souris, je ne demande pas ce qu'on le fasse à un rythme. Vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez même le faire en bonne paresseuse. D'accord. Mais je sais que le moment viendra où vous allez sentir ce que je dis et vous me faites 5 bonnes minutes. Je crois que l'objectif est atteint. Donc, l'objectif, quand on transpire, est-ce qu'on maigrit forcément? Non, quand on transpire déjà, c'est qu'on brûle les graisses. Déjà? Oui. On brûle déjà les graisses. On le sent déjà par la transpiration. Donc, et quand vous brûlez déjà les graisses, en fait, dans votre organisme, vous sentez.
Il y a une chaleur qui se dégage. Un bon sportif, il y a toujours une chaleur qui se dégage. Mais ce que se demandent la plupart des femmes, c'est est-ce que on peut maigrir de certaines parties? Parce que les seins, on a envie de les garder. La poitrine, on a envie de garder une grosse poitrine. On a envie de garder des grosses fesses. Mais est-ce que c'est possible vraiment, puisqu'on maigrit de partout, est-ce que c'est possible de tonifier? Quand on veut maigrir, on ne maigrit pas tout. Maintenant, le truc, c'est quoi? On pourra solidifier un peu le buste en faisant des exercices, des bustiers, un peu plus les fessiers aussi. Ouais. Donc, mais quand on veut maigrir, en fait, moi, je préconise qu'on ne fasse pas un coup d'amaigrissement de 3 jours, 4 jours. Après les 4 jours, vous prenez plus de poids. Voilà. D'accord. Du coup, c'est constant. C'est constant. Avec la stratégie, là, déjà à partir d'un mois, vous avez commencé par remarquer que vous êtes en train de perdre du poids. Je suis sur votre robe là. On va devoir la retoucher. C'est exactement ça. Donc c'est avec le temps et puis vous-même vous allez vous y plaire. Et ça devient votre quotidien. Et puis vous gardez la forme, vous gardez la taille. Même après 45 ans, on va vous confondre à une dame de 5-30 ans. Donc si je comprends bien, il n'y a pas un type de sport adapté pour perdre du poids. On peut tout faire. On peut tout faire. Oui, mais certaines femmes ont peur de prendre des muscles, par exemple. On leur dit pas de muscu parce que la muscu, vous allez prendre des épaules, vous allez prendre des cuisses. Non, mais quand vous faites des chauves-souris, vous solidifiez vos muscles, vous brûlez les graisses. C'est pas pour en avoir trop. Je ne vous demande pas d'aller faire le body shock. Le body shock, on veut développer là. On veut montrer que bon. Et il y a ça, c'est pour certaines disciplines. Bon, si tu es cacheuse, tu es obligé de développer. Hein. Tout à fait. Sinon, l'adversaire a moins peur de toi. Donc, et sinon, sur le marché, on retrouve beaucoup de pilules amaigrissantes associées avec une activité sportive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi, c'est adapté? Non, moi, je trouve que tout ça, en fait, c'est du marketing. Ouais. Ça n'agit pas. Non, ne nous leurrons pas. Et si vous interrogez les femmes qui ont utilisé tout ça, elles ne vous diront pas que j'ai pris que Catherine ou bien quoi, sur le marché, une fusil ou bien quoi, et puis en quelques jours, j'ai perdu. Non. Des thés, on tout type perd de thé. le poids dans le temps. Et s'il arrivait que vous perdez immédiatement du temps et de poids, c'est que vous allez ressembler à un momie chez vous. D'accord. On garde la beauté tout en perdant. D'autres diront que vous êtes atteint du VIH aussi là, si vous perdez systématiquement du poids. Voilà. Non, quand vous perdez, il peut y avoir de ces pilules efficaces, mais quand vous perdez immédiatement du poids, comme ça, on se pose des questions. Oui, c'est pas bon pour le cœur non plus. Voilà. Et vous perdez tout ce que vous avez comme nutriments dans le corps. D'accord. Autrement, il y a aussi des... Si vous voulez être mannequin. Parce que et là, ça dit que vous déconseillez les régimes alimentaires? Non, ce sont les mannequins qui ont des pilules, elles ont des pilules spécifiques. Elles prennent le matin qui les empêchent de manger jusqu'au soir. C'est ça, coupe-faim. Voilà. On a aussi des accessoires sur le marché, donc des montres qui calculent le nombre de calories, applications mobiles. Vous avez aussi des ceintures qui vous permettent soi-disant de suer beaucoup plus rapidement à cause de la texture du textile utilisé. Est-ce que c'est bon? Vous savez que tout ça, c'est électronique. Oui. Et chaussures qui ça sur le corps, mémorisent le nombre de pas que vous avez fait. Et tout ça sur le corps, vous n'en avez pas besoin. Ouais. Si tout le corps vibre. Merci. Si vous prenez l'habitude de faire les petites astuces que nous disons, moi, je vous garantis déjà qu'en un mois, vous me direz bien de nouvelles. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est difficile quand vous commencez. C'est pourquoi je demande tout votre grignotine et quoi. Vous ne mettez pas pastèque. D'accord. Je suis en retard, je ne peux plus manger. Après 30 minutes, je ne peux plus manger les pastèques. Parce que le pastèque en lui-même est recommandé aux athlètes. D'accord. Dernier aspect de la question. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des textiles qui favorisent la sudation ou pas? Qu'est-ce qu'on met quand on veut faire du sport en tant que femme? Jogging, matière coton, synthétique, viscose. Non, mettez le plus souvent en matière coton. Oui. Parce que la femme, vous savez, nous transpirons de partout. Eh oui, de partout, vraiment. Très bien. En sécurité. Bon, très bien. Merci, Madame Afoutou, pour ces Avant de la laisser partir, une petite démonstration où vous êtes là de la chauve-souris. Voilà. Oh, en live. Très rapidement. C'est un exercice très facile. Oui. On l'appelle exercice militaire. Eh oui, militaire. Voilà. Et voilà. Vous allez avoir de vite. Oui. Waouh.
Franchement. Génial. Et je crois que c'est ce que vous avez fait pour maintenir cette allure. Écoutez, moi, je n'ai plus le temps d'aller à la salle de gym ou bien quoi. N'est-ce pas? Elle entraîne les footballeuses. Voilà, les filles à entraîner. Donc, c'est ces petits exercices que vous faites pour vous maintenir. Voilà, d'être toujours jeune. D'être toujours jeune pour monsieur à la maison. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, on a terminé en beauté comme prévu le grand rendez-vous de ce soir. Et le dernier plateau se consacrait, oui, au sport et à la perte de poids. Comment sculpter notre corps. La seule astuce, très efficace, en tout cas parmi tant d'autres, la chauve-souris, elle l'a démontré, vous l'avez vu tantôt. Il faut le faire. Il faut faire ça tous les matins. Et oui, c'est un peu difficile au départ, mais à la fin, vous serez pourquoi pas comme heureuse, mais un peu plus grosse, un tout petit peu, légèrement plus graisseuse comme heureuse, mesdames et messieurs. Et voilà, et c'est terminé pour le grand rendez-vous de ce soir. Mais avant de prendre congé de vous, voici la météo. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le grand rendez-vous de ce soir. Et oui, on remercie au passage Mathieu Sokenou qui est resté tout au long de cette semaine à la caméra, Robles Avouzoukan à l'infographie, Enoch Gauguin au son et la réalisatrice de la semaine, Christelle Sagboran. Et oui, elle me fait des signes là, je ne vais pas oublier ma chef d'édition du jour. Elle s'appelle Marcel Gbetoro. Mesdames et messieurs, on vous dit tout simplement merci pour l'attention à nous accorder tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi. Lundi, vous serez avec Karamata Gbatao si tout va bien. D'ici à là, portez-vous très bien et excellent week-end à vous.